Voilà, messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Le Parlement gabonais a adopté le budget prévisionnel pour l'année 2024, équilibré en ressources et en charges à 4 162 milliards de francs CFA. Éducation, santé, tourisme, communication, quelles sont les enveloppes attribuées à chaque secteur? Sur quel secteur se sont penchées les priorités du gouvernement de transition pour cette année 2024? Nous en parlons avec Geoffroy Foumboula-Libeka, député du Parlement de la transition. Bienvenue, monsieur Foumboula-Libeka. Merci. Alors peut-être la première question, c'est que le budget, il est à 4 162 milliards contre 3 602 milliards l'an dernier. Qu'est-ce qui justifie cette hausse d'un peu plus de 550 milliards? En fait, effectivement, le budget est établi en ressources et en dépenses à la somme de 4 162 milliards 725 744 534 francs. Oui. Comme vous avez pu le signifier, il y a une hausse de près de 500 milliards, laquelle hausse est essentiellement portée en dépenses par la volonté des autorités de la transition de pouvoir maximiser sur les investissements d'une part. On a d'autre part également plusieurs mesures sociales, notamment le paiement des retraités, le retour des bourses au secondaire, oui, la multiplication quasiment par 2 des bourses au supérieur, le début du paiement des petits épargnants de la Poste Bank. Donc il y a autant de réformes qui aujourd'hui justifient cette hausse du budget. On pourrait également citer les choix stratégiques des autorités de la transition à travers, par exemple, l'augmentation de la participation de l'État gabonais au niveau de la Banque mondiale et de bien d'autres institutions financières internationales pour davantage donner du crédit au Gabon, de façon à ce que demain, quand le Gabon aura sollicité des crédits auprès de ces organismes-là, le Gabon puisse avoir une place de choix. Donc il y a autant de mécanismes du point de vue stratégique qui ont été arrêtés par les autorités de la transition. J'insiste, pourquoi? Oui. Il est important que l'on comprenne ici que quand on parle du CTRI, on ne fait pas allusion uniquement au président de la transition. Bien sûr. Le président de la transition est un organe du CTRI. Quand on parle du CTRI de façon globale, on retrouve le président de la transition, le gouvernement de la transition, la Cour constitutionnelle, le Parlement de la transition, le Conseil économique, social et environnemental de la transition et les autres institutions de la transition. Il faut comprendre que dans l'adoption d'une loi de finances, tous ces organes-là sont consultés. Donc quand la loi de finances est adoptée, c'est parce qu'en amont, le Conseil économique et social environnemental de la transition a donné un avis, le Parlement a adopté, le gouvernement, avec le président de la transition, ont proposé. Donc, quand on tombe d'accord, c'est plus juste une responsabilité du président de la transition, de son gouvernement. C'est une co-responsabilité de toutes les autorités qui constituent le comité pour la transition et la restauration des institutions. Donc, c'est ce que nous avons ensemble convenu sur proposition du gouvernement de la transition et du président de la transition, après avis du Conseil économique et social et après adoption du Parlement de la transition. Alors la question de l'investissement intéresse à plus d'un titre les Gabonais qui nous regardent actuellement. On aimerait comprendre par rapport à certains secteurs, notamment, je ne vais pas tous les citer puisqu'il y en a beaucoup. J'ai cité certains dans mon introduction parce qu'ils sont à forte teneur sociale. On a l'éducation, la santé, peut-être les voiries, les routes, la communication, pourquoi pas les affaires sociales. Mais déjà, pour l'éducation, alors, la question est pendante. On a le secteur qui est sous le feu des projecteurs à cause des critères d'attribution des bourses. Et pourtant, le budget a été revu à la hausse pour ce secteur. On parle de 230 milliards. Peut-être que vous n'avez pas les précisions, mais on parle d'un budget quand même de plus de 230 milliards pour ce secteur-là. Est-ce que les allocations d'études n'avaient pas été prévues, puisque le président de la transition les avait annoncées, le retour aux bourses au secondaire avait été annoncé lors de la prestation de serment. Pourquoi aujourd'hui on en arrive à cette discorde dans l'opinion par rapport à ces critères? Soit on veut d'une chose, on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que
l'une des raisons qui a conduit à la situation actuelle, c'est que nous étions dans un État où le président était roi. Ce qu'il décidait était appliqué. Le président de la transition décide, 2 jours après le coup de libération, Oui. lorsqu'il a un premier contact avec les forces vives de la nation, il nourrit le vœu de ramener les bourses. À cet instant, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de technicien pour dire si c'est faisable ou non. C'est pour cela que lors de son discours d'investiture, on l'a tous suivi, il dit qu'il va instruire le futur gouvernement à réfléchir sur cette éventualité. Mais le futur gouvernement, ce sont des techniciens. Les techniciens émettent des avis qui sont par la suite validés ou non par le Parlement. Donc, en l'espèce, pour revenir sur votre question, le gouvernement a fait une proposition qui ne tenait pas compte des critères de bourse des 10 sur 20. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a le choix stratégique entre donner 12 milliards, déjà que moi, je n'ai pas voté pour, je n'étais pas du tout pour, C'est ça bien je de vous le le dire dis. parce qu'effectivement... C'est très important. Je n'étais pas pour le retour de l'allocation des bourses secondaires cette année. Parce qu'il fallait réfléchir et mettre Parce les qu'il choses fallait en place. pour moi, il fallait prendre ces 12 milliards et les investir dans ce qui est prioritaire pour Plus ces urgent, élèves. peut-être. Plus urgent. La réfection des internats. Par exemple. L'augmentation des capacités. Voyez-vous, La construction de nouveaux établissements, pourquoi pas? 24 000 par trimestre, c'est 8 000 francs par mois et ça ne touche pas tout le monde. Il faut préciser que la bourse n'est pas un instrument social. Du moment où il y a des critères, elle est réservée à ceux qui ont la moyenne. On comprend aisément que ceux qui n'ont pas sont déjà de facto lésés. Ceux qui ont une certaine moyenne. D'abord, pour ceux qui ont la moyenne. Voilà. Maintenant, ceux qui ont une certaine moyenne par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Mais de façon traditionnelle, elle a toujours été réservée à ceux qui ont la moyenne. Ceux qui n'ont pas la moyenne n'ont pas droit à la bourse. Donc, on ne peut plus parler d'instrument social à ce niveau. Ce qui est social, c'est d'avoir, par exemple, des internats. Parce que l'internat n'est pas sélectif. Que tu aies la moyenne ou non, on regarde ton critère social, les conditions dans lesquelles, le milieu dans lequel tu viens, ainsi de suite. Ça, c'est social. Et c'est pour cela que moi, je n'étais pas pour le retour imminent des bourses. Malgré, les bourses sont là. les bourses sont là. Le président de la transition, je pense, a sûrement dû avoir sur sa table des avis contraires, notamment des membres du Parlement qui auraient estimé que ce n'était pas nécessaire de revenir à une bourse. Mais non, assurément de certains membres du gouvernement qui auraient conseillé au président peut-être de plus prioriser sur d'autres choses. Mais je pense que le président, voulant assurément tenir à sa parole, a sûrement demandé à ce que, bon, même si ce n'est pas pour tout le monde, au moment qu'on commence. Et alors pour on commence avec le 12 et ensuite on va voir peut-être l'année prochaine. Pour le secteur de l'éducation, pour ne pas nous appesantir, parce que ce n'est pas un plateau spécial sur les bourses, mais qu'est-ce qui sont donc les priorités pour ce secteur-là en matière d'investissement pour la construction de nouveaux établissements, par exemple, en matière de régularisation des situations administratives, parce que certes, ils ont eu 1000 postes budgétaires, annoncés là également par le président de la transition et une annonce rendue effective quelques jours après son annonce. Mais hormis ces 1000 postes budgétaires, on constate encore, fort est de constater, et même malheureusement, que dans les établissements même du Grand Libreville de la capitale gabonaise, il manque encore des enseignants de mathématiques, pour certains, des enseignants d'histoire géo. Est-ce que la loi de finances 2024 a prévu pour ce budget à la hausse, pour le secteur éducation, je parlais de 230 milliards, régulariser davantage de situations, tenir compte de tous les contrastes finalement de ce secteur? C'est l'objectif de ce budget à la hausse qui ne peut pas répondre à toutes les préoccupations. Je pense déjà que le fait qu'un certain nombre de postes budgétaires aient été priorisés pour le secteur éducation est déjà la volonté exprimée de pouvoir augmenter les capacités en matière de personnel enseignant. Maintenant, à côté de ça, il faut également voir comment conjuguer à la fois cet aspect, mais également celui visant à renforcer les capacités des établissements de formation du personnel enseignant. Très bien. Je pense notamment à l'ENES. Vous avez dû me voir autrefois mener certains plaidoyers au niveau de l'ENES. Oui. Par exemple, l'État qui investit pour former des étudiants, la direction qui exclut de façon arbitraire, et ça je l'ai défendu, vous m'avez suivi, oui, à ma entreprise, ces questions. En fait, on se pose souvent la question, quel est l'objectif recherché? Nous sommes par exemple dans un pays qui a un déficit en matière d'enseignants. Un gros déficit. L'État investit pour former des enseignants
Et pour des motifs que moi je juge fallacieux, on se retrouve avec des dizaines, des quinzaines, de 20 d'enseignants formés, financés par l'État, dehors, notamment dans les domaines de la science. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui que les autorités et le gouvernement mettent un accent particulier sur les établissements de formation. Mais qui dit personnel enseignant, dit également les conditions de travail et les conditions d'hébergement de ce personnel. Effectivement, parce que tout le monde a envie d'être affecté à Libreville, la capitale. Personne ne veut aller à l'intérieur du pays. Ou, je me souviens, et c'est vrai, il y a quelques années déjà, j'étais dans le parc qu'on appelle Moukalaba Doudou. Là-bas, ils sont coupés du monde, c'est dans le sud du Gabon. Et l'établissement n'avait même pas de table-banc. Les élèves s'asseyaient à même le sol. Vous comprenez que on a besoin d'investir aussi dans ces zones. On a besoin d'investir, on a besoin de mettre des logements d'astreinte. Je faisais une petite étude, 12 milliards par exemple. Bon, si vous estimez une maison, je dis n'importe quoi, même en planche, à 10 millions, dans des coins reculés, vous avez 12 000 maisons en planche qui peuvent héberger des enseignants, pour commencer. Vous voyez? Donc, en fait, c'est autant de questions d'ordre stratégique qu'il faut apprécier quand on élabore la loi de finances. Mais quand on n'a pas une vision à long terme, c'est normal qu'on reste focus en priorisant les bourses, alors que ces budgets-là peuvent aider justement. Mais après, le rôle des députés, c'est de contrôler également l'action du gouvernement. Exact. Vous avez là une grande responsabilité pour cette période de transition, Monsieur Foumbula Libeka, avec vos collègues, bien sûr, de voir que ces 230 milliards devraient être utilisés à bon escient, finalement. C'est l'objectif, mais il faut rappeler, dans le contexte actuel, que le Parlement bénéficie d'une ligne budgétaire appelée biens et services. Et comme vous avez pu le constater, le budget de cette ligne a été réduit de 71%. Ça a d'ailleurs été salué par les populations, voilà, puisque nous sommes en période d'exception. Je prends un cas simple, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, nous, en tant que parlementaires, par exemple, on n'a plus l'obligation légale de faire des comptes rendus parlementaires, parce que les moyens qui étaient affectés ont été supprimés. En tant que parlementaire, on n'a plus de techniciens pour nous aider à faire tout ce travail. Donc, parce que le parlementaire gabonais aujourd'hui, il est à la fois lui-même le parlementaire, il est l'attaché parlementaire, il est son secrétaire, il doit se débrouiller avec le peu qu'il reçoit pour payer les fournitures de bureau. Donc c'est pour vous dire que c'est assez compliqué. S'il faut effectivement que le Parlement soit efficient et qu'il puisse mener convenablement ses missions de contrôle de l'action du gouvernement, ce qui sous-entend descendre sur le terrain, il faut allouer les moyens conséquents. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Donc on fera à la limite du possible ce que l'on pourra, parce qu'il y a ce côté patriotique, mais on ne saurait pas faire au-delà de nos capacités. Mais alors, dans cette loi des finances, nous avons vu, par exemple, que la ministre de la Réforme des institutions a défendu ce qu'on appelle la mission 8, pilotage et coordination de l'action gouvernementale. 18 milliards 583 491 546 francs CFA, pour être précise. Est-ce que finalement, cette mission 8 viendrait... je n'ai pas envie de dire suppléer l'action du Parlement. Quelle serait concrètement sa mission? Le contrôle de cet intitulé, cette mission a toujours existé sous la coordination de l'action gouvernementale, a toujours existé. Pour cet exercice, par exemple 2024, il faut rappeler que le Parlement a adopté une loi portant création du contrôle général de l'État, lequel contrôle général de l'État remplace justement l'Agence nationale des investigations, l'ANAVEA. Ce qui veut dire que le gouvernement de la transition se donne pour mission d'être plus regardant, justement sur l'action des membres du gouvernement, mais ce n'est pas du tout incompatible avec les missions du Parlement qui consistent à voter des lois, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement au sens de l'article 36 de la Constitution du 26 mars 1991. Et on a aujourd'hui l'évaluation du plan d'action et de la feuille de route du gouvernement au sens de l'article 50 de la Charte, parce que ce sont ces deux textes-là qui, dorénavant, régissent les missions du Parlement. Donc, c'est complémentaire. Le gouvernement mettra une pression à ses membres à travers la coordination de l'action du gouvernement. À côté, le Parlement, de façon indépendante. Et qui compose cette mission 8? Est-ce que ce sont... Non, ce sont des directions, c'est sous le contrôle de la primature. Et je pense que la ministre en charge de la réforme pilote. Donc, il y a des directions qui sont en charge d'évaluer, de faire le suivi, justement, de la mise en œuvre des actions du gouvernement. Alors, à côté de cela, on a un autre secteur qui apparaît également prioritaire pour les populations gabonaises, c'est le secteur de la santé. Je ne vous apprends rien, Monsieur Foumbula. Lorsque vous arrivez
au centre hospitalier universitaire de Libreville, je vais le citer, on vous demande d'acheter une seringue quand vous devez passer des examens. Il y a certains examens qu'on ne peut plus faire dans cet hôpital qu'on a longtemps appelé, qui est resté dans la mémoire collective comme étant l'hôpital général. On est obligé de vous orienter vers des structures privées. Est-ce que dans ce budget 2024, le Gabonais peut espérer arriver au CHU de Libreville, avoir des seringues à sa disposition, quand je parle de seringues, il y a peut-être du coton qui manquait, il y a peut-être de ceci, de cela. Est-ce que tous ces outils, est-ce que tous ces éléments que l'on retrouve normalement dans un hôpital normal pourraient être disponibilisés pour les Gabonais? Et est-ce que finalement, ce centre hospitalier universitaire, peut-être le plus ancien de la capitale gabonaise, pourrait être de nouveau doté en appareils pour pouvoir faire des examens au lieu d'orienter à chaque fois les patients vers des structures privées? Alors, ce qu'il faut comprendre dans le budget, et notamment dans ceux affectés au département ministériel, ce n'est pas tant que les budgets n'étaient pas souvent conséquents. Il y a un autre problème, il y a une autre réalité, c'est le taux de décaissement. C'est-à-dire que les budgets alloués ne sont pas souvent en totalité décaissés. Est-ce qu'aujourd'hui, on a cette assurance que les budgets seront décaissés dans les temps? Ça, c'est justement l'une des missions du Parlement. Et je pense que c'est l'une des missions que le gouvernement s'est assignée à travers le contrôle général de l'État. Voyez-vous, lorsqu'on a eu auditionné bon nombre des membres du gouvernement, la majeure partie des missions ministérielles, je ne pense même pas qu'ils avaient atteint un taux de décaissement de 50%. Oui. Donc, il faut, d'une part, que les budgets soient conséquents, mais il faut surtout que les décaissements suivent. Mais pour que les décaissements suivent également, il faut qu'on s'assure qu'on ait suffisamment de ressources. Pour qu'on ait suffisamment de ressources, il faut qu'on s'assure que les hypothèses sur lesquelles notre budget a été bâti, ce sont des hypothèses qui soit sont stables, soit à la hausse. Mais si ces hypothèses sont à la baisse, vous comprenez aisément qu'il sera assez compliqué quelquefois de pouvoir atteindre certains objectifs, ce qui va pousser souvent les gouvernants à pouvoir faire des arbitrages. Si vous permettez en une minute, en matière d'hypothèses par exemple, allez-y, par exemple, il faut comprendre qu'au niveau de nos ressources propres, le budget de l'État demeure toujours porté en matière de recettes par les ressources naturelles. Le pétrole, le manganèse, le bois débité. Nous sommes à 80,3 millions de barils de prévision que l'on se doit de vendre, autour de 172 $. Ça sous-entend que si le cours du dollar fluctue, s'il fluctue à la hausse, ça nous fait un excédent, mais s'il fluctue à la baisse, vous comprenez aisément qu'il serait difficile de pouvoir atteindre les objectifs. C'est pareil pour le manganèse. Nous sommes aujourd'hui à une estimation en matière d'hypothèse de 10 tonnes en matière de production pour un manganèse qui doit se vendre autour de 172, quelque chose, si même ma mémoire elle est bonne. On a également le bois débité, c'est la même chose. Donc ce sont des hypothèses qui peuvent se réaliser, c'est notre prière, qui peuvent être au-dessus, c'est notre prière. Mais si ces hypothèses sont en deçà, eh ben, cela va nous pousser à revoir, notamment une loi de finances rectificative. Mais à côté de ces matières premières, M. Geoffroy, on imagine bien qu'effectivement, gouverner, c'est prévoir. Il y a que les autorités déchues avaient déjà envisagé à leur époque la diversification de l'économie. Est-ce que ce gouvernement de transition n'a pas pensé à mettre également l'accent sur certains secteurs? Pourquoi pas le tourisme? On le voit avec le ministre qui a fait le tour du Gabon, qui nous a vendu le Gabon comme on ne l'avait peut-être jamais vu. Est-ce que ce n'est pas là une niche pour cette année Oui, c'est une niche, mais je pense que vous savez, notre budget a souffert d'un gros problème, c'est qu'il n'était pas sincère. Je vous prends un cas simple. Et je salue d'ailleurs l'action du ministre de l'économie et de son collègue des finances, du budget. Voyez-vous, si je reprends par exemple la structure du budget cette année, les participations ont connu une croissance de 364%. Les participations de l'État. Elles sont passées de 50 milliards enregistrés, inscrits en 2023, à des prévisions de 196 ou 197 milliards pour 2024. Est-ce que c'est simplement le fait de les avoir rattachés au ministère de l'économie qui engrange cette croissance? Non, en fait, la réalité, c'est que ce gap-là prenait d'autres directions. Vous voyez un peu, au lieu que ça soit centralisé au nom du principe de l'unicité des caisses, ça prenait d'autres directions. Donc, l'action du gouvernement, une fois arrivé, est de commencer à identifier toutes ces ressources et de les ramener dans les caisses du Trésor. C'est ce qui a permis
au budget également de connaître une croissance au niveau des recettes. Je vous prends un autre cas simple. Vous vous rappelez qu'il y a environ 2 ou 3 ans, il a été créé une taxe sur les retraits. Il disait que si vous cumulez des retraits de 5 millions au-delà, on vous prélève 2%. Oui. Voyez-vous, en 2023, l'inscription budgétaire de la taxe sur les retraits était de 3 millions. En 2024, elle est de 7 milliards, cette inscription. Donc, il y a eu un gap de plus de 7 milliards, une croissance de plus de 250 000%. Pourquoi? Parce que cet argent également prenait d'autres destinations. On parle Donc, de détournement de fonds, il faut le dire le clairement. mot, il est là, il est lâché. Donc, je pense que, oui, investir est une très bonne chose, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Et je pense que c'est peut-être pour cela que les autorités qui composent la transition ont convenu de prioriser d'abord sur les infrastructures. Parce que s'il nous faut être efficient au niveau de l'agriculture, s'il faut que les tarots quittent de Langounier pour arriver à Libreville, avec quel réseau routier Et justement, puisque vous parlez du réseau routier, est-ce qu'on a les chiffres consacrés à ce secteur? Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile et vous conviendrez là encore avec moi de circuler, même seulement de partir de Libreville pour Ntoum. La route est complètement dégradée. À l'intérieur du pays, c'est la catastrophe. Quand les installations, les ponts ne s'effondrent pas, c'est la route qui connaît des crevasses énormes. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est une priorité du gouvernement, la route, cette année? C'est une priorité, mais juste pour chuter rapidement sur tout ce qui est mécanisme d'encouragement, il faut comprendre également qu'en matière d'encouragement justement à la création de richesses, l'État a dû renoncer à certains impôts. On avait ce qu'on appelle l'ISL, l'impôt synthétique libératoire. L'État s'en est dégagé pratiquement pour 95%. Ça permet aux entrepreneurs aujourd'hui de pouvoir respirer parce que cet impôt faisait que vous réalisez un bénéfice ou non, vous devez de payer quelque chose à l'État. Et aujourd'hui, l'État s'est quasiment dessaisi de cet impôt. Il y a des mesures comme celle d'offres préférentielles pour les marchés de 150 millions en deçà. Pour les PME pour les PME, vous avez dû voir que le ministre du Transport a tenu une commission pour analyser. Il y a plus de 900 et quelques dossiers qui ont été retenus. On a également le secteur numérique. L'État gabonais vient d'obtenir un prêt de la Banque mondiale de près de 40 milliards pour le projet Digital Gabon. À côté de ça, on a déjà également une autre dotation, un autre prêt de la Banque mondiale pour le projet e-Gabon. Donc, le tout cumulé, je pense que ce sont des secteurs, c'est un secteur qui est générateur d'emplois. Et je pense qu'avec de pareilles allocations, on peut suffisamment investir, mais aussi accompagner. Maintenant, en ce qui est du secteur de la route, oui, quand on dit les projets prioritaires du CTRI, parce que j'ai tout entendu sur l'histoire des projets prioritaires du CTRI, 220 milliards, est-ce à dire que c'est une nouvelle ANGT? Non. Peut-être l'occasion de nous éclairer. Voilà, justement, j'arrive. Quand on parle des projets prioritaires du CTRI tel que c'est inscrit dans la loi de finances, il ne s'agit pas d'une enveloppe à part, mise à la disposition du président de la transition pour qu'il gère des projets à part. Non. Les projets prioritaires du CTRI tel que c'est inscrit dans la loi de finances, il s'agit d'une allocation de 220 milliards gérée par le ministère des TP, mais avec un pan infrastructure et route. En fait, c'est comme pour dire, sur les 4 162 milliards, là, nous, là, on ne demande pas grand-chose. Notre priorité, c'est d'abord de réaliser les 220 milliards de projets. Donc, ce n'est pas une enveloppe à part. Et c'est justement dans ces 220 milliards de projets que vous avez des investissements en matière d'infrastructure, des investissements en matière de route, le pont d'Abé-Labanga qu'il faut refaire, la transformation des ponts existants en bois en béton. Oui. Voilà, l'amélioration des voiries urbaines sur l'ensemble du territoire. Il y a une enveloppe de 36,5 milliards, si ma mémoire elle est bonne, pour pouvoir améliorer les voiries urbaines dans les 9 provinces du Gabon. Donc, c'est autant d'investissements jugés prioritaires par les autorités de la transition que nous sommes tous, afin de préparer justement, amorcer le développement de notre économie, la diversification
réelle de notre économie à travers notamment le secteur agriculture. Et la question des routes est intéressante. On va peut-être refermer cette première partie sur cette question, puisqu'elle nous ramène directement, peut-être pas seulement la route, mais les infrastructures de façon générale, elle nous ramène au niveau de la dette intérieure. Il y a une task force qui est en cours. Est-ce que la loi des finances actuelle a tenu compte des recettes que pourrait générer cette task force, puisqu'on se rend compte finalement qu'il y avait surfacturation à certains endroits? Oui, bon, la loi de finances proprement dite, parce que la task force n'a pas encore rendu ses conclusions, et ça fait partie justement de nos recommandations. De la même manière qu'on fait des recommandations sur la task force, on en a également fait notamment sur la nécessité que tout ce qui est en train d'être récupéré par les autorités, Oui. là je me distingue. Oui. Là je dis bien par le président de la transition, le gouvernement de la transition, Oui. que cela fasse l'objet d'une traçabilité Effectivement. et une inscription budgétaire. Même si dans la loi de finances, on enregistre une ligne de 20 milliards libellée, la vente des biens saisis, donc sûrement ce qui va être saisi qui va être vendu. Donc c'est assurément des orientations dont on va en tenir compte lors de la loi de finances rectificative, afin de voir si ces ressources-là ne peuvent pas venir en complément pour répondre à certains besoins non identifiés dans la loi de finances initiale. Et il faut rappeler quand même en matière d'élaboration de la loi de finances que la loi de finances actuelle est quasiment le fruit de la loi de finances préparée par ceux qui ont été déchus. Oui. Pourquoi? Parce que la loi de finances s'élabore en amont avec des conférences budgétaires. Or, tout ça a déjà eu lieu. Septembre, c'est la rentrée du Parlement. Oui. Et vous convenez avec moi que selon la Constitution, c'est en septembre, logiquement, c'est-à-dire que c'est à cette période que le gouvernement vient déposer la loi de finances sur la table des parlementaires. Donc on comprend aisément qu'au mois de septembre, quand le coup d'État s'est fait, cette loi de finances était déjà composée à près de 80%. Alors, Geoffroy Fumboula Libeka, c'est intéressant ce que vous dites, gardez le fil de vos idées, puisque déjà, nous avons terminé cette première partie de notre émission. Nous nous retrouvons juste derrière pour rebondir sur la loi des finances initiale et rectificative en deuxième partie. Deuxième partie de ce plateau spécial sur la loi des finances. Que comprendre avec notre invité Geoffroy Fumboula Libeka, député du Parlement de la Transition. Merci d'être toujours avec nous, Monsieur Fumboula. Merci. Mais alors, on parlait à la fin de la première partie donc de la loi des finances initiale, puisque les conférences budgétaires avaient déjà été faites par les autorités déchues. Finalement, vous êtes venu récupérer le bébé à la naissance ou vous êtes venu... Non, mais il y a eu quand même, du moment où la loi de finances a connu cette croissance importante, il y a eu, malgré la courte durée, parce qu'il fallait adopter une loi de finances avant le 31 décembre. Il faut reconnaître que la loi de finances était un instrument important pour le pays parce que c'est sur la base de cette loi que le pays peut s'engager, par exemple, auprès de ses bailleurs de fonds internationaux. Donc, il fallait impérativement le faire. Vous avez vu qu'on a eu, le Parlement a fait sa rentrée le 30 octobre, donc pratiquement début novembre. Oui. De novembre, on a eu notre première session, je crois, le 15 novembre. Donc, entre le 15 novembre et le 31 décembre, il fallait impérativement adopter cette loi. Et d'ailleurs, nous l'avons examinée en 11 jours seulement, contre 45 de délai prévu par la Constitution. Donc, vous comprenez qu'en ce laps de temps, on ne peut pas organiser de nouvelles conférences budgétaires. Ce que les techniciens de chaque ministère, parce que l'administration reste, ce qu'ils ont eu à faire, je présume, c'était de voir comment intégrer dans ce document qui était déjà quasiment prêt les préoccupations et les urgences des autorités de la transition dans l'attente d'une loi de finances rectificative qui, je le pense, va répondre réellement à la vision des autorités de la transition. Alors, les autorités de la transition, on l'a vu en tout début, le président de la transition nous dire que le chantier prioritaire était donc la réforme des institutions et qui, pour certains besoins liés donc aux besoins, on imagine, sociaux, est obligé de se dessaisir, par exemple, lui-même de son salaire. On a vu, vous l'avez dit, les députés également revoir à la baisse leurs émoluments et même certaines institutions comme, je vais arriver, il y a eu le Haut Commissariat qui a été dépourvu de certains membres. Il y a eu plusieurs...
une décote à un certain niveau, quand même, du sommet de l'État, mais on remarque qu'à contrario, de l'autre côté, avant même qu'il n'y ait l'adoption de cette loi des finances, il y a eu plusieurs recrutements. On parle de plus de 10 000. C'est vrai que le président de la transition a parlé des recrutements directs, on parlait de 8 900, mais il y a eu plusieurs autres. On a vu récemment le gouvernement être remanié. On est parti d'une vingtaine de ministres à 31 ministres aujourd'hui. Est-ce que finalement, on ne déshabille pas Paul pour habiller Pierre? Est-ce qu'on reste sur la trajectoire de la transition dans cette période d'exception qui voudrait qu'on resserre un peu la ceinture côté dépenses? Assurément que ça fera l'objet d'une interpellation du chef de gouvernement dans le cas des missions des parlementaires que nous sommes. Parce qu'il nous a été présenté une feuille de route avec des objectifs bien définis. Il faut être le plus transparent possible. Et moi, je souhaite demeurer dans ce volet transparence. Voyez-vous, la gêne, c'est qu'on vient à peine d'adopter une loi de finances qui a été défendue par des ministres. Cette loi de finances n'a même pas encore eu le temps d'être mise en œuvre par ceux qui sont venus la défendre. Que déjà on a assisté à un remaniement du gouvernement. Pour les nouveaux promus, cela prendra encore 2 ou 3 mois pour qu'ils s'imprègnent. Parce que le reproche qu'on a fait au gouvernement jusqu'à présent, le fait d'être lent, c'est parce qu'il fallait permettre à ces ministres de s'imprégner. Ils ont pris pratiquement 3 mois. Donc quand on le modifie, aussitôt, ça c'est un avis qui est personnel, et on va justement interpeller, je le pense, le Premier ministre pour qu'il nous explique l'approche stratégique, d'autant plus que c'est lui qui propose le remaniement du gouvernement. On aimerait bien comprendre, est-ce qu'on ne perdra pas plus de temps? Parce que là, les nouveaux venus vont de nouveau aussi prendre le temps de s'imprégner, ça c'est bien. Alors qu'il y a urgence et que nous sommes dans une période d'exception et que les Gabonais vous regardent finalement, vous les autorités de la transition. D'imprégnation à imprégnation, ils vont prendre 2 ou 3 mois, on va tomber dans le dialogue. Le dialogue va forcément aboutir à un autre remaniement du gouvernement parce que d'autres conclusions importantes vont. Et je crains qu'on passe pratiquement 3, 6, 9 mois à aller juste de remaniement à remaniement avec des ministres qui n'auront pas le temps de mettre en œuvre ce qu'ils sont venus défendre, mais qui passeront plus le temps à s'imprégner du fonctionnement des départements ministériels au sein desquels ils sont. Est-ce qu'on s'éloigne de la mission première de la restauration? Ça, c'est le gouvernement et l'organe, le président de la transition en tant qu'organe et le gouvernement en tant qu'organe de la transition qui nous apportera la réponse. Nous, en tant que Parlement de la transition, organe du CTRI, on aura à poser les questions qui s'y au Premier ministre au moment opportun, parce que nous devons également, nous, d'être regardants et exigeants, rigoureux sur la feuille de route, compte tenu du délai annoncé par le gouvernement, qui est de 24 mois, confirmé par le président, qui est de 24 mois. On en a déjà perdu 4. Nous sommes en train d'épuiser le 5e. Il nous en reste 19. Si on continue à aller de remaniement en remaniement, est-ce que nous sommes sûrs d'atteindre les objectifs? Bon, là est toute la question, parce qu'on a des grands événements. Comme vous l'avez dit, il y a le dialogue national. À côté du dialogue national, il y a le référendum. Il y a ensuite qui conduira à l'élaboration de la nouvelle constitution. Bien amont, parce que le dialogue national va conduire à l'élaboration d'une constitution qui se devra d'être adoptée ou pas par référendum. Mais ce qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que le référendum en soi est une élection. Une élection, bien sûr. Qui va nécessiter les inscriptions sur les listes électorales, la refonte du fichier électoral, assurément toutes ces périodes qui sont bien évidemment inscrites dans la loi des finances 2024. Là, par contre, on va attendre la loi de finances rectificative parce qu'en toute transparence, la loi de finances telle que nous l'avons adoptée ne nous permettait pas d'apprécier les inscriptions liées à l'organisation d'une élection appelée référendum. Pourquoi? Parce que simplement les budgets alloués à l'élection, aux élections, ont été quasiment tous supprimés. Donc, on présume dans la lecture de la loi de finances que ceux qui ont peut-être fait la proposition n'ont pas intégré le fait que le référendum est une élection et qu'il n'était pas du tout opportun de supprimer les budgets affectés en 2023 pour l'élection, les supprimer en 2024, parce qu'on va aller à une élection qui est le référendum. Donc, on va voir la loi de finances rectificative. Comment corriger ça? Nous sommes toujours en train de parler de cette loi des finances. À côté de cela, on a beaucoup d'attentes pour les populations gabonaises et on imagine que le temps de la transition sera certainement court puisque le pays, pour emprunter une expression qui est devenue assez populaire, tout est à refaire.
à côté des besoins en matière d'éducation, en matière de santé et autres, il y a la question de la vie chère. Le coût de la vie est encore trop élevé au Gabon. Certes, on a vu le président faire un clin d'œil aux populations en revoyant à la baisse le prix de la bouteille de gaz, mais aussi de certains produits pétroliers à la pompe. Mais il y a que le prix du kilo du poisson est toujours au-dessus de la poche de certains ménages. Il y a Est-ce que dans la loi des finances 2024, on ose espérer, pourquoi pas, que les conclusions des assises de la vie chère qui ont eu lieu en 2023 aient été prises en compte? D'accord. Il faut comprendre qu'au niveau de la vie chère, au-delà de la loi de finances, parce que la loi de finances agit essentiellement sur l'incitation à créer de la richesse, oui, mais également certains allègements fiscaux pour pouvoir donner un peu plus de moyens à la population, aux consommateurs, aux entreprises, ainsi de suite. C'est dans ce sens, par exemple, pour les personnes. La loi de finances, par exemple, a acté la diminution, la réduction de 52 à pratiquement 100% de certains impôts sur les personnes. D'accord. Voilà, oui, donc ça permet... Parce qu'il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de choses qui sont imposables aux populations. On ne s'en rend pas forcément compte. Regardez, je lisais un billet d'avion pour aller à l'intérieur du pays, par exemple. Après, c'est peut-être pas dans ce sens-là, mais j'étais étonnée de voir qu'au lieu de payer, par exemple, 50 000 francs, on était à près de 90 000. Exact. Parce qu'il y avait plusieurs taxes. Donc, à ce niveau-là... Taxes passagers. Oui. Là, on nous avait proposé la taxe, la RNI, taxe nationale de navigation intérieure, qui devait être prélevée à 2% par semestre. Nous, on l'a ramenée à 0,5% par semestre. C'est une contribution également du Parlement à la réduction de la vie chère. Alors, toujours dans le cadre de la vie chère, il faut dire qu'il nous faut faire davantage d'efforts. D'abord, pour diminuer la pression fiscale, parce que quand vous vous retrouvez avec 10 000 francs, vous payez 10 000 francs d'unité que vous n'en consommez qu'environ 7 000, parce qu'à l'intérieur, vous avez plusieurs taxes. Ça ne contribue pas effectivement à réduire gérer la question de la vie chère. Donc, il faut que de part et d'autre, gouvernement et Parlement n'arrivent à trouver le juste milieu pour faire en sorte que cette pression fiscale-là puisse diminuer auprès du consommateur. Mais la vie chère également, c'est quelquefois tout ce qui est spéculation et tout ce qui est abus des partenaires économiques, notamment les importateurs. Parce qu'on a les importateurs d'une part, mais il faut aussi reconnaître que notre pays a quand même les taux de douane les plus élevés au monde. Donc, il faut regarder toutes ces questions. On a salué, par exemple, la décision du président de la transition de revoir pour les importations des véhicules à 10 ans. Mais est-ce que cela fera baisser le taux de douane, les taux de douane La question reste entière. Pour un pays à richesse, en fait, à forte richesse naturelle comme le nôtre, je ne pense pas qu'on devait beaucoup maximiser sur la fiscalité. Mais il faut qu'on comprenne le contexte dans lequel nous sommes. Nous sortons d'un système déchu qui, par exemple, à travers les participations de l'État, tout ce qui était recettes fiscales, les recettes fiscales ont connu une augmentation entre 2023 et aujourd'hui de pratiquement de 200%. Vous voyez, les recettes minières, c'est pareil. La plupart des augmentations des recettes fiscales ont connu une croissance de plus de 100%. Ça veut dire que ceux qui ont été déchus, notre argent produit par les richesses de notre pays, prenait une autre direction. Donc, essayer de compenser ça, ils jouent avec la pression fiscale. Or, les autorités de transition qui viennent à peine d'arriver, n'ayant pas encore une lisibilité claire sur ces ressources, parce qu'ils sont en train de se battre pour essayer de les ramener, de les orienter dans les caisses du Trésor, vous comprenez avec moi, même vous à leur place, même à la place des parlementaires, il sera imprudent, en absence de toute lecture claire, de dire on arrive à peine 4 mois après, on supprime les taxes, on supprime... Non, ça va se faire de façon progressive. Je pense qu'une fois qu'on aura une lecture claire de nos ressources, forcément, comme on a commencé à le faire avec la réduction, pratiquement l'annulation de l'impôt synthétique libératoire, la réduction des impôts sur les personnes. Je pense que les autres taxes vont connaître
le même chemin, mais ça va se faire de façon progressive en permettant d'abord à l'État d'identifier toutes nos ressources, de les centraliser au nom du principe de l'unicité des caisses au niveau du Trésor et ensuite de se débarrasser de cet axe inutile qui nous ont été imposés par le système de CHU alors qu'on pouvait s'en priver, on n'en avait pas en réalité besoin si réellement notre argent prenait la direction qu'elle devait prendre. On a par exemple spéculé récemment, puisque le comité de la transition pour la restauration des institutions a pris la décision de réduire donc, le gasoil industriel pour la SEG. Exact. Et les populations se sont dit, n'est-ce pas là une ouverture C'est une ouverture. Cette société de réduire les coûts liés à l'électricité notamment? Exact. Si, c'est déjà ça. On a par exemple d'autres projets structurants. On a par exemple le projet du barrage hydroélectrique de, par exemple, Tinguélé-Aval, qui, pour une production estimée, si mes souvenirs sont bons, à près de 35 mégawatts. C'est autant d'éléments qui peuvent contribuer à justement réduire cette fracture. Est-ce que monsieur le député, on peut espérer pour cette année 2024, c'est vrai que c'est de façon progressive, mais commencer à ressentir quand même les bienfaits de toutes ces mesures-là? Oui, mais puisque nous ne sommes qu'au 1er mois de janvier, il faut attendre la fin du mois pour voir si réellement, avec notre premier salaire, on commence au moins à ressentir les effets de cette mesure-là. Mais je pense qu'on va commencer à les ressentir. Ce serait progressif et j'ose espérer que d'ici le mois de décembre 2024 et peut-être d'ici le mois de janvier 2025, on ressentira davantage de façon positive les effets de cette réduction. Alors à côté, il y a aussi une question sociale. Elle concerne peut-être pas toutes les populations, mais les personnes d'un certain âge, celles du 3e âge, donc ceux qui ont travaillé pour la nation et qui sont aujourd'hui admis à faire valoir leur droit à la retraite. On a vu là encore le président de la transition faire une belle annonce, saluée par les populations, de payer les rappels des pensions dès le mois de février 2024. On aimerait savoir, est-ce que ces rappels ont été pris en compte par la loi des finances 2024? Est-ce qu'ils ont été pris en compte dans leur totalité? Parce que je recevais déjà sur ce même plateau M. Pierre Minsah qui nous expliquait qu'il y a plusieurs catégories. Donc les retraités qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite il y a 2-3 ans, qui n'ont encore rien touché. Il y a ceux qui sont allés après 2015, donc après la réforme de la fonction publique, mais qui ne sont pas arrimés au nouveau système de rémunération. Est-ce que cette loi des finances va répondre à tous ces besoins ou est-ce que là, il faudrait également aller... Bon, de ce qu'on a examiné, je sais que c'est un début, je pense à une inscription budgétaire de 18 milliards prioritairement pour les retraités, les questions d'arrimage et tout ce qui s'ensuit. On parle de 75 milliards pour tous les retraités après 2015 donc pour l'arrimage. Donc je pense que c'est déjà un début, c'est un peu comme le budget alloué aux épargnants, aux petits épargnants. Oui, c'est un début. L'idée des organes de la transition, donc ceux qui ont eu à travailler à valider cette loi de finances, est de commencer au moins à payer. Et de façon échelonnée, arriver à apurer justement toute cette dette. Si Dieu fait grâce qu'au cours de l'exercice, ceux qui sont à la manœuvre puissent identifier nos ressources et que ces ressources connaissent une croissance, je pense que même au niveau du Parlement, lorsqu'on nous enverra une loi de finances, et si on a suffisamment de ressources, je pense qu'on pourrait jouer sur ces leviers-là de façon à ce qu'une proportion plus importante soit allouée pour épurer dans les délais les plus brefs ces questions d'arrimage et tout ce qui s'ensuit. Pour nos papas, c'est leur argent. Ils ont droit à ça. Et on bénit le Seigneur que cette loi de finances, déjà 2024, en tienne compte, parce que toutes les précédentes lois de finances, pas besoin de faire des commentaires, ont été quasiment insensibles sur cette question. Donc c'est déjà un début. Tout ne peut pas être fait, mais c'est déjà un début. Je pense qu'on peut faire mieux. Et le Parlement sera là pour contrôler c'est notre cette travail. action, effectivement. Avec des personnes comme nous, société civile, on garde notre ton, on garde notre façon de travailler. Comme on le dit tout le temps et je le dis partout où je vais, je ne suis pas député pour soutenir la transition, je ne suis pas député pour soutenir le président de la transition, je suis député pour soutenir de façon globale le CTRI, donc tous les organes, la feuille de route et le plan d'action. Donc, si le président de la transition fait mal, en tant que député, je dirais vous faites mal. Si le gouvernement fait mal, je dirais que vous faites mal. Bon, maintenant, si ça choque et que chacun doit prendre sa direction, chacun prendra sa direction. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour l'intérêt de la nation et pour aider
au succès de cette transition, nous nous devons d'être le plus rigoureux possible Bien sûr. envers notamment ceux-là qui sont à la manœuvre du pays. Nous ne devons pas caresser dans le sens du Très bien. poil. Oui. Si on rentre dans ce format qui a induit le système déchu dans cette situation, on n'aurait pas rendu service à la transition et on n'aurait pas aidé de façon sincère ces jeunes, parce que ce sont des jeunes militaires qui ont pris le risque de pouvoir libérer ce pays. Ce coup d'État aurait pu échouer. La majeure partie, ils ont moins de 50 ans. Donc je pense que c'est notre génération, c'est notre responsabilité. Il nous faut donc être le plus rigoureux possible, le plus dur possible, quitte à ce que ça crée des frictions. Moi, ça ne me gêne nullement, mais je me battrai toujours pour être le plus rigoureux possible et toujours dire ce que je pense, à qui de droit. Voilà, parce que j'ai opté pour l'intérêt du pays, pas pour soutenir une personne physique ou morale. Il y a également la question liée à la location. Au niveau de l'État, l'État n'est pas propriétaire à bien des endroits. Les ministères, on loue plusieurs bâtiments. Pour les véhicules, parfois on est obligé d'en racheter encore et encore. On a vu avec le CTRI, on a été très regardant. C'est vrai, il y a eu plusieurs saisies, mais il y a aussi eu beaucoup de véhicules flambant neufs qui circulent dans les rues de la capitale gabonaise. Est-ce que, en matière de loi des finances, à ce niveau-là, on parle de la décote ou on engraisse de nouveau les autorités? Bon, mais c'est selon, il faut peut-être apprécier ça sous un autre angle. Tout au début de la transition, il y a eu beaucoup de distribution de véhicules. Bon nombre, essentiellement, aux administrations, on a vu, et même l'argent, donc les chèques remis au Premier ministre et tout ce qui s'ensuit. Je pense que nous, au niveau du Parlement, on doit d'être regardant là-dessus. Et je pense que même quand le président avait reçu la presse, il était question également de distribuer aux organes de presse certains des véhicules qui avaient été saisis, parce que ces véhicules achetés avec l'argent du contribuable avaient été achetés par ceux du système de CHU pour en faire des propriétés privées et pas pour que ça se retrouve dans ces administrations. Mais dans tous les cas, pour nous permettre d'avoir une meilleure lisibilité sur tout ce qui est saisi, même s'il y a une inscription budgétaire de 20 milliards, il faut simplement que ceux qui ont été à la manœuvre de ces saisies-là puissent être le plus transparent possible, notamment envers la représentation du peuple, même si c'est de transition, mais c'est notre mission également de pouvoir apprécier. Alors, on a eu le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite qui a fait le tour des autorités de la transition, des institutions même de la transition. Il est passé voir le président de la transition et bien d'autres. Est-ce que, au niveau où on en est, puisque vous contrôlez également l'action du gouvernement là-dessus, est-ce qu'on a déjà des déclarations de biens qui ont été faites par le gouvernement, même s'il vient d'être remanié? Est-ce que vous, au niveau des députés, vous êtes passé par ce même exercice, puisqu'on parle de transparence dans la gestion de l'État désormais? Nous, on a déjà fait nos déclarations parce qu'elles étaient à échéance du 15 janvier à déposer au niveau de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Donc nous avons obéi à cette obligation. Et d'ailleurs, le commissaire n'en avait pas besoin de nous le rappeler en tant que parlementaire. Nous devons être les premiers exemples en matière de respect de la loi. La loi 3/2003, je pense qu'elle est suffisamment claire. Dès votre prise de fonction, vous devez déclarer vos fortunes. Bon, pour des personnes comme nous, ça a été rapide de remplir le formulaire, peut-être moins rapide pour ceux qui en ont suffisamment, mais dans tous les cas, les députés de la transition, les parlementaires de la transition ont obéi à cette exigence. Maintenant, est-ce que les parlementaires de la transition peuvent avoir une lisibilité sur les fortunes? Non, parce qu'elles sont marquées du sceau du secret. Voilà, donc c'est confidentiel. Seule la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite a un regard sur les différentes fortunes. Et s'il y a un doute sur chacune de ces fortunes-là, elle seule peut voir comment, soit sur la base de la saisine prouvée, démontrée d'un citoyen ou bien d'une autorité, enclencher une action pénale contre une des autorités du pays. Alors, nous allons vers la fin de notre échange. Monsieur Foumbla Libeka, peut-être revenir sur la particularité de cette loi des finances. On a parlé donc des dépenses et des charges qui seront imputées à ces 4 162 milliards de francs CFA. J'espère que c'est bien cela. 4 162 milliards, 740. Milliards, avec toutes les précisions qu'on vous pouvez apporter. 25 744 354 francs.
On a parlé Tout à fait. également des niches pour avoir les recettes liées à cette loi de finances. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette particularité, puisque déjà, on l'a précisé, elle est à la hausse. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on n'aurait pas évoqué lors de ce plateau spécial? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Dans mon introduction, on a salué l'augmentation de la loi de finances et on l'a justifié. Les recettes ont connu une croissance, simplement parce qu'on a une meilleure centralisation de nos recettes. On commence à avoir des inscriptions budgétaires qui sont un peu plus proches de la réalité. Comme je vous ai dit, les participations ont connu des croissances de plus de 364%. On a vu les recettes fiscales pétrolières, minières et autres connaître également des croissances de plus de 100%. On a la taxe de retrait qui a connu une croissance de plus de 252 000%. On a l'État qui a fait des placements, donc par la prise de l'augmentation de son capital au niveau de certaines banques pour gagner en crédibilité et être assurément prioritaire quand il s'agira de pouvoir solliciter les contributions de ces bailleurs de fonds. On a en matière de recettes et même en matière de dette une amélioration, à mon sens, du mécanisme de la dette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait plus recours au marché financier, c'est déjà une très bonne chose, et moins recours aux bailleurs de fonds. C'est déjà un bon signe. Ça sous-entend qu'en matière stratégique, on essaie un peu plus de regarder et de mettre le citoyen et le marché financier à contribution que de dépendre essentiellement des bailleurs de fonds. Ça, c'est en matière de recettes. En matière de dépenses, c'est tout ce que l'on a, ce sur quoi nous sommes appesantis, notamment les projets prioritaires en matière d'infrastructure, en matière de routes que nous avons détaillés, les dépenses du point de vue social avec le retour des bourses au secondaire, 12 milliards, avec pratiquement le double. Donc, on est parti de 40 à pratiquement 80 milliards pour les bourses au supérieur. On a des budgets alloués à la réfection des internats prioritaires. On a une inscription budgétaire pour ce qu'on a appelé la restauration des apprenants. Donc, cela sous-entend qu'on met en place des internats, il y a des réfectoires. Donc, il y a déjà un budget prévu pour justement accompagner ces jeunes-là à l'intérieur. On a une inscription historique de 500 millions pour soutenir le CNJ et le Parlement de la jeunesse. C'est un amendement du Parlement. Depuis que le CNJ existe, créé avant les années 60, ce sera la toute première fois, et c'est sur le CTRI, que cet organe va bénéficier d'une allocation en matière d'investissement de 500 millions. Et ce n'est pas rien. On a en matière donc, de dépenses ce qui est lié donc, au début du paiement des petits épargnants de la Poste Banque, le paiement des retraites de nos papas, une augmentation de cette enveloppe. Oui, pour les moins de 150 000, les retraites vont être haussées. Exact. On a l'amélioration également du point de vue entrepreneurial, parce que vous vous rappelez que dernièrement, le ministre des Mines avait lancé une opération d'identification, de délivrance des cartes d'exploitants miniers, d'artisanaux, donc pour permettre aux jeunes Gabonais qui veulent se lancer dans ce secteur de le faire, et les investissements en matière d'éducation qui sont à saluer. Le budget a aussi ses limites, et c'est pour cela que certains se sont prononcés pour, d'autres ont voté contre. C'est ça le jeu de la démocratie. Et maintenant, c'est à nous, en tant que Parlement, d'user des leviers qui sont les nôtres, qui sont les interpellations des membres du gouvernement, les enquêtes parlementaires, comme celles sur lesquelles nous sommes présentement, notamment sur les conditions de vente de la SNBG et sur le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Ce sont les deux enquêtes, les deux résolutions d'enquête votées par le Parlement sur lesquelles nous travaillons. C'est à nous de faire notre travail, de contrôler l'action du gouvernement, pas d'être un partenaire et un secrétaire du gouvernement en disant, bon, si le président a dit on fait. Non. Si on veut aider le président de la transition, s'il demande de faire, nous devons donner un avis éclairé pour dire, vous voulez le faire, mais techniquement, nous pensons que ce n'est pas possible, ou techniquement, si on le fait, il faut essayer d'améliorer. Mais si on reste dans le format traditionnel, où oh non, le président a dit on fait, on n'aurait pas aidé cette transition. C'est tout le jeu de la démocratie. Geoffroy Fumboula Libeka, député du Parlement de la Transition, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être passé sur ce plateau, et merci à vous, chers téléspectateurs. Vous voici éclairés sur ces questions de loi de finances qui paraissent
a priori technique, mais lorsqu'on y regarde de plus près, on comprend beaucoup mieux pourquoi le budget a été revu à la hausse. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.